Salut à tous, c'est Baptiste et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode du Podcyclette, le podcast consacré au cyclisme sur route. Et aujourd'hui, dans cet épisode, on va parler de la Flèche Wallonne donc qui est la course qui se tiendra ce mercredi 17 avril 2024 en Belgique et qui est donc la moitié du périple dans les Ardennaises qu'on a. Donc on a eu l'Amstel Gold Race qui s'est tenu ce dimanche avec la victoire de Tom Pidcock, on en reparlera un petit peu. On a la Flèche Wallonne qui se tient donc ce mercredi, et ensuite on aura la doyenne, Liège-Bastogne-Liège, qui se tiendra ce dimanche. Donc Liège-Bastogne-Liège, c'est peut-être la course la plus importante de cette semaine-ci, et la Flèche Wallonne, peut-être la moins importante. Enfin, en tout cas, d'un point de vue difficulté, la Flèche Wallonne, c'est quand même un peu moins dur que l'Amstel Gold Race. On aura l'occasion d'en reparler. Et je pense que cet épisode sera un peu plus court que les autres. Aussi, cette course se tient un mercredi, donc c'est un peu différent, c'est pas un week-end, enfin bref. Mais on va tout de suite commencer par la présentation très rapide du parcours. Donc la Flèche Wallonne, qu'est-ce que c'est? C'est une course d'à peu près 200 bornes en Belgique, dans les Ardennes, qui se termine sur le fameux mur de Huy. Donc le mur de Huy, qu'est-ce que c'est? C'est un peu plus d'1 kilomètre à 10% de moyenne, donc c'est très très dur. Probablement une des côtes les plus dures dans son style, donc très court mais dur tout du long avec des virages avec des pourcentages énormes. Bref, c'est un calvaire, mais c'est très fort pour les punchers. Et puis il y a l'arrivée qui est au sommet. Donc ça change un peu de ce qu'on peut voir par exemple sur l'Amstel ou sur Liège-Bastogne-Liège, où désormais les arrivées ne sont plus au sommet, donc où ça oblige un peu les coureurs à se dévoiler avant, tandis qu'ici, c'est plutôt une course de côte, la Flèche Wallonne, avec les coureurs qui attaquent principalement dans la toute dernière ascension. Et c'est aussi pour ça qu'on l'appelle de temps en temps le championnat du monde des punchers. Voilà. Cette fois-ci pour le parcours de la Flèche Wallonne, donc ça sera 4 ascensions du mur de Huy. En fait, on a un circuit final avec l'enchaînement Côte des Refs et mur de Huy, qui se fera donc à 4 reprises cette année. Donc on gravira les deux côtes pardon 4 fois, avec un petit peu de dénivelé avant, mais pas grand-chose. La côte des rêves, donc c'est 2,2 km à 6% de moyenne si je dis pas de bêtises, donc c'est moins dur que le mur de Huy. Un peu plus long mais moins dur. Généralement on a quelques coureurs qui essaient d'anticiper, mais tout se passe dans le mur de Huy, on va pas faire trop de débat là-dessus. Vous connaissez bien aussi cette course. Donc ça c'était pour le mur de Huy. En termes de météo, ce qu'il faut savoir c'est qu'en ce moment il pleut en Belgique. Là, je m'enregistre le lundi soir et il pleut aujourd'hui. Il va pleuvoir beaucoup demain. Il va pleuvoir un peu mercredi. Et surtout, il va faire pas très chaud, avec possiblement un peu de vent. Donc des conditions météo qui seront pas au top pour nos amis les coureurs, même si c'est pas forcément la course sur laquelle les conditions météo, pardon, ont le plus d'impact. Il y aura pas de bordure. Et même si c'est mouillé, c'est pas comme le Koppenberg. Ça va pas glisser, donc même si c'est très pentu, ça devrait le faire pour les coureurs. Donc je me fais pas trop de soucis pour eux. En revanche, il fera froid. On sait qu'il y a des coureurs qui reviennent de stage, etc. Il fait très chaud ce week-end et là, il va faire froid, il va pleuvoir. Donc, ce sera quelque chose qui sera peut-être un paramètre à prendre en compte, pardon, pour cette course-ci. Donc, pour la Flèche Wallonne 2024. Si on regarde rapidement les éditions précédentes, en termes de suspense, ça se joue toujours dans le dernier kilomètre, dans le mur de Huy. L'an dernier, on a Pogacar qui avait gagné très facilement devant Mathias Kelmose et Mikel Landa. 2022, c'était Dylan Teuns qui avait gagné, devant Valverde notamment, Alaphilippe qui a fait quatrième. On sait que les maîtres des lieux, c'est clairement à Valverde et Alaphilippe, enfin c'était à l'époque, puisque cette ère est légèrement révolue. Alaphilippe, je crois qu'il l'a gagné 3 fois, la Flèche Wallonne. Valverde, c'était 6 fois, c'est vraiment des spécialistes de l'effort. Et je voudrais signaler, pardon, l'édition 2020, quand même, parce que c'était la victoire de Marc Hirschi devant Benoît Cosnefroy. Et ça sera deux coureurs qui vont compter dans l'édition 2024. Donc ça, c'était pour ce qui s'est passé récemment. Donc c'était toujours le même scénario de course. Globalement, tout se joue dans le mur de Huy. Il faut être très bien placé à l'entrée, puisque ça fait 1,2 km, c'est très étroit comme route, et vu qu'on roule pas très vite, c'est difficile de doubler, donc le placement est vraiment primordial. Si vous avez 10 mètres de retard au début, et ben en fait, en termes de temps, ça se compte en pas mal de temps. Et donc, si vous êtes mal placé, au-delà de la 20-30e position en bas du mur, bah, c'est déjà quasiment compromis pour vous. On va regarder la start list. Pour l'instant, je pense qu'elle est encore un peu, comment dire, provisoire. Elle n'est pas totalement définitive, mais on a quasiment tous les coureurs qui devraient concourir, qui y sont alignés. Et on regardera les pronos à partir des cotes qu'on a sur Winamax. Donc les cotes, ceux qui sont donnés ce lundi soir, donc en fonction de la start list provisoire.
Avant de commencer, il faut quand même peut-être parler rapidement de l'Amstel Gold Race. Je vais pas trop me pencher dessus parce que elle est quand même plus proche de Liège-Bastogne-Liège et je pense que les enseignements de l'Amstel ne seront pas forcément ceux qui seront très utiles pour la Flèche Wallonne. Je m'explique. Tout d'abord, c'est pas du tout le même profil. C'est pas une course d'usure. La Flèche Wallonne, c'est vraiment sur le punch pur sur l'instant. Et aussi, puisqu'on a eu une course qui n'a pas été dominée par Mathieu Van Der Poel, contrairement à ce que j'avais dit dans mes pronos, euh, on a eu une stratégie qui était assez débridée. Et je pense que certains leaders ont été trop attentistes en se disant je vais suivre Van Der Poel et Van Der Poel n'a jamais attaqué. Qui fait que c'est pas parce que les quatre premiers sur l'Amstel c'était Pidcock, Benoît, Hirschi et puis Van Zevenant que c'était les quatre plus forts. Moi je pense qu'il y a des gars dans le peloton qui étaient peut-être capables d'aller les suivre. Je pense à des Cosnefroy, des Jorgensen par exemple, mais qui n'ont pas su saisir la bonne opportunité. Donc on va quand même regarder le résultat de l'Amstel, mais on prendra ça avec des pincettes. En tout cas, pour la Flèche Wallonne, il faut pas se tirer de leçons trop vite. On commence donc avec les premiers favoris. Donc, on part sur le site de Winamax, comme d'habitude. C'est pas une sponsor pour Winamax. Ne vous incite pas nécessairement à parier, mais c'est assez intéressant de voir les stratégies qui sont envisagées par les bookmakers. Et le premier favori, il est coté à 4. C'est de manière assez logique, Mathias Skelmose. Mathias Skelmose de la Lidl. On sait que la Lidl a une équipe très forte sur les classiques. On les a vus notamment avec Bocco-Mollema à l'avant sur le l'Amstel. Concrètement, une équipe vraiment très orientée autour de Mathias Kelmose. Il n'y a pas trop de doute sur l'identité du leader. Il y a aussi Mollema dans l'équipe, Jolie, Skuins, Conrad. Mais bon, tout ça, ça sera des équipiers pour Skelmose, très clairement. Donc Skelmose qui a fait 17e de l'Amstel, qui n'était pas dans le bon groupe, mais c'est un effort qui lui convient, la Flèche Wallonne. Il y a déjà fait deuxième l'an dernier, 18e en 2022. Et encore, j'ai regardé le résumé de l'an dernier. Il me semble qu'il était quand même pas très bien placé au pied. Et malgré tout, il arrive à faire deuxième. C'était le deuxième plus fort derrière Pogacar. Mais Pogacar n'est pas présent cette année. Donc on peut se dire assez logiquement que Mathias Kelmose est le favori. Et c'est ce que pensent pardon, les bookmakers en le mettant côté à 4. En revanche, ce qui est intéressant, c'est de voir que 4, c'est pas une cote très basse. Dans le sens où il est favori, mais c'est pas sûr qu'il va gagner. D'ailleurs, cote à 4, ça veut dire qu'il y a à peu près une chance sur 4 que le gars gagne. Donc ça vous montre que Skelmose leader, mais il y aura du suspense. Enfin, d'après les bookmakers, il y aura du suspense. Et c'est aussi ce que je pense. Donc voilà pour Skelmose. Le deuxième favori, il est coté à 6 et c'est Dylan Tuns. Donc Dylan Tuns qui avait gagné, donc on le rappelle, en 2022, qui a aussi une belle équipe. George Bennett, Simon Clark, Fuglsang, Nick Schultz, et puis surtout Stephen Williams en tant qu'équipier. Et donc on aura Dylan Tuns le leader. Encore une fois, c'est une course qui prête plutôt au leader unique pour les équipes. Donc je ne pense pas qu'on va vraiment se placer sur un double leadership sur la Israël. Jones, c'était celui qui était le plus fort, je pense, d'Israël dans l'Amstel Gold Race. C'est mon impression, même s'ils étaient un peu piégés. Stephen Williams, il a fait 43e de l'Amstel. La flèche, c'est pas vraiment un profil qui lui convient. D'ailleurs, il y a jamais vraiment performé. Au contraire de Dylan Tuns, qui est en forme puisqu'il a fait 8e du Ronde, deuxième de la flèche Brabanson, 15e de l'Amstel, mais bon, ça c'est les conséquences de la course qui s'est tournée probablement autour de Mathieu Van Der Poel. C'est mon avis, mais donc Tuns qui avait fait premier en 2022, qui n'a pas participé en 2023, qui avait déjà fait par exemple par le passé troisième en 2017. Très clairement, Tuns, coureur expérimenté, belge, connaît la côte comme personne, a déjà gagné. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Ça sera évidemment un des coureurs à surveiller. Je pense qu'il a la forme pour. Donc moi, très clairement, je le mets aussi dans mes favoris. Je pense que ce sera difficile de faire une hiérarchie entre Skelmose, Teuns, par exemple, et puis ceux qui vont venir juste après, vous allez voir. Mais c'est clair que Dylan Teuns, gros concurrent, cette édition de la Flèche Wallonne. Le troisième leader, le troisième favori, pardon, qui est coté à 8, c'est Tom Pidcock, le vainqueur de l'Amstel Gold Race. Alors c'est marrant parce que Tom Pidcock, il est arrivé sur l'Amstel, on savait pas trop dans quel état il était, il revenait de Paris-Roubaix, pardon, de sa chute il y a 2 semaines sur la reco du Tour du Pays Basque. On savait pas trop comment il serait. Il s'est montré très en forme. Peut-être un des deux plus forts à l'avant dans le groupe de l'Amstel. On en reparlera ensuite de ceux qui étaient avec lui. D'ailleurs, c'est aussi des favoris pour la Flèche Wallonne, donc c'est assez marrant. Tom Pidcock,
Son petit problème, c'est qu'il a jamais très bien performé sur la Flèche Wallonne. En 2021, il a fait sixième quand même. Mais en 2023, là, l'édition où Pogacar a gagné, il s'était totalement écrasé alors qu'il était très bien placé. Mais sur le papier, c'est un saut de profil qui est quand même censé lui convenir. Il pourra pas faire parler sa pointe de vitesse parce que c'est toujours au plus fort et ça se joue pas au sprint. En revanche, clairement, je pense qu'on peut le mettre sur le même niveau, pardon, que les deux qu'on vient de citer, donc Skelmose et Teuns. Il y a une belle équipe aussi qui saura bien le placer, aucun problème là-dessus. Notamment Kwiatkowski qui est très expérimenté. En termes d'expérimenté, on a aussi Omar Fraile. Voilà, très clairement, Tom Pidcock qui sera bien placé, qui sera bien emmené. Est-ce qu'il sera en jambes? C'est assez difficile à dire, étant donné que, il y a des années où il est un peu sur courant alternatif, le Pidcock. Je vous rappelle que Tom Pidcock, c'est quand même que 5 victoires dans sa carrière, alors qu'on le connaît quand même depuis 3-4 ans quand même sur la route. Il a 24 ans, il est jeune, mais c'est pas tant de victoires que ça, donc c'est pas certain qu'il la mette au fond, même s'il semblait être l'un des plus forts sur l'Amstel. Le quatrième favori, c'est Mark Hirschi. Mark Hirschi qui est coté à 10. Donc c'est marrant, là on est en palier de 2-1-2. Skelmose 4, Tuns 6, Pidcock 8, Hirschi 10. Pourtant, je les mets à peu près tous au même niveau. Donc Hirschi, on parle aussi d'un ancien vainqueur. Un Hirschi qui aura une équipe très forte et assez illisible. Ça, c'est déjà ce que j'avais dit pour l'Amstel. Il y en a beaucoup qu'on n'a pas vu. Tous les Almeida, Ayuso, McNulty, on les a pas vraiment vus. Et pourtant, ils seront encore au départ de la Flèche Wallonne. Je pense que pour l'UAE, on peut un peu se pencher quand même sur les différents coureurs qui seront présents, parce qu'ils en valent le coup. Je pense quand même que Mark Hirschi sera le principal leader. Jean Almeida, fort, mais c'est clairement pas la course qui lui convient. Lui, c'est plutôt un coureur d'usure, etc. Il n'a pas trop de punch. On peut un peu le laisser tomber de côté. Je pense qu'il ne faut pas oublier Diego Ulissi, qui a fait un beau tour des Abruzzes, qui a montré qu'il était en forme. 34 ans quand même. Mais Ulissi, il a déjà fait troisième en 2019. Il a déjà fait huitième en 2016, neuvième en 2012, dixième en 2017. Je pense qu'il sera un équipier très précieux pour Hirschi, parce que je pense que ce sera Hirschi le leader. Et après, on a les deux épines dans le pied. McNulty qu'on n'a pas vu sur l'Amstel. En même temps, bon, il y avait un coureur à l'avant, donc il allait pas lui rouler dessus. Probablement pas le profil qui lui convient pour autant non plus. Il a jamais fini, tout simplement, la Flèche Wallonne. Donc assez difficile de connaître ses qualités sur le mur de 8. Et puis on a Juan Ayuso, le coureur le plus fort sur le papier, qui a abandonné, qui a jamais fini sur le mur de 8. Donc probablement un manque d'expérience aussi pour Juan Ayuso, qu'on n'a vu pas au top non plus sur l'Amstel. À un moment, il a été lâché à la pédale, donc pas en très grand état de forme. C'est pour ça que je penche plutôt sur un leadership pour Mark Hirschi. Mark Hirschi qui a fait deuxième de l'Amstel, donc juste derrière Tom Pidcock qui s'est fait battre au sprint de peu, s'est montré fort, qui était à l'occasion, pardon, qui était à l'origine de plusieurs offensives. Donc très clairement un coureur sur lequel il faudra compter. Ce qui est dommage avec Hirschi, c'est qu'il a gagné en 2020 et en 2022, en 2023, il était probablement équipé de Pogacar. Et il n'était pas dans ses meilleures années. Il n'a pas performé, donc c'est difficile à voir le recul sur les dernières années, mais en tout cas en 2020, il marchait sur l'eau. Il a gagné devant Alaphilippe quand même. Je pense que ça sera le coureur à surveiller quand même pour l'UAE. C'est ce que je vous dis depuis le début, mais j'étais en train de continuer ma réflexion. Je pense que ça sera le leader unique. On peut tenter des choses. Je pense qu'on doit tenter des choses un peu en amont. C'est une des seules équipes qui a intérêt à le faire, probablement. Parce qu'il y a pas, il y a plein de mecs qui sont à un niveau assez fort quand même dans la UAE. Donc on doit garder quelques bonhommes. Moi je dirais Ulissi, Pinfisher Black, Domen Novak. Ça, on doit les garder autour de Mark Hirschi. Et ensuite, il faut peut-être donner un peu de champ à McNulty, à Ayuso, Almeida, pour attaquer sur les tours précédents ou dans la cote des refs. Mais en tout cas, pour mettre à contribution les équipes, euh, les équipiers des autres leaders. Mais ça sera très clairement Hirschi le leader principal. Et je le mets à peu près au même rang que Skelmose, Teuns et Pidcock. C'est intéressant parce qu'on a quand même vu une petite explication de Pidcock-Hirschi. Pidcock semblait un brin plus fort que Hirschi sur l'Amstel. Hirschi a fait beaucoup d'efforts aussi, donc ça sera un match intéressant à suivre. Leader suivant, c'est le leader pardon, de la Lotto Destiny, Maxime Van Gils.
dont beaucoup de gens attendaient quelque chose sur l'Amstel, mais qui ne s'est pas montré. Il a fait 20e, il finit dans le peloton. euh, Compliqué pour la Lotto, qui n'a pas réussi à placer de coureurs dans le bon groupe. On a vu un moment Andreas Krohn un peu à l'œuvre, mais la Lotto n'a pas réussi à être dans le bon coup, tout simplement. On avait vu aussi un moment Pascal Encorn qui était sorti. Ils ont une belle équipe, donc avec deux cartes principales, Andreas Krohn et Maxime Van Gils. Le leader unique, le leader principal, peut-être pas unique mais principal, ça sera Maxime Van Gils. Krohn, on ne sait pas encore trop son état de forme, il s'est pas vraiment montré. Il a jamais trop performé sur la Flèche Wallonne, donc à mon avis, il sera plutôt en équipier. Tandis que Van Gils, état de forme un peu incertain, mais huitième l'an dernier sur le mur de 8. C'est pour ça qu'il est coté à 12, qu'il est un peu moins bien coté pardon, que les autres coureurs qu'on avait cités précédemment. Moi, je pense que les quatre premiers sont vraiment des gros favoris, et que Van Gils c'est peut-être un petit peu en retrait. Donc c'est pour ça qu'il est coté à 12, à mon avis. Côté à 15, on a deux coureurs. Tout d'abord, on a Alexandre Vlasov pour la Bora. Donc, en l'absence de Roglic, Roglic qui a déclaré forfait après ses chutes sur le Tour du Pays Basque. Le leader, ça sera, à n'en pas douter, Alexander Vlasov, même si c'est plutôt Roger Adria qu'on a vu sur l'Amstel. Vlasov n'était pas présent. Vlasov qui a fait quatrième du Tour de Catalogne, derrière Pogacar, Landa vers Bernal, donc gros palmarès sur le Tour de Catalogne, mais c'était il y a quasiment un mois. Là, on sait que Liège et La Flèche, c'est des courses qu'il prépare quand même, Alexander Vlasov, même si son objectif principal, c'est le Tour de France pour épauler Primoz Roglic. Donc, quel sera l'état de forme d'Alexander Vlasov? Je pense que ça sera quand même le leader unique. Sur la Flèche Wallonne, il a déjà bien fait, puisqu'il l'a fait une seule fois. Il était en 2022, il a fini troisième. Troisième, donc c'était vraiment pas mal pour Alexander Vlasov. Donc c'est un effort qu'il est capable de maîtriser. C'est pour ça qu'il est coté à 15. En revanche, j'ai un peu de doute sur son état de forme. Donc c'est pour ça qu'il est coté à 15 et pas mieux. Mais je pense qu'on peut le mettre au même niveau qu'un Maxime Van Gils, par exemple. Côté à 15, et là on arrive enfin dans les Français, on a l'ami Benoît Cosnefroy. Donc Benoît Cosnefroy, Amstel Gold Race, un peu dommage. On l'a pas vu attaquer parce qu'il y avait Paul Lapéra à l'avant. Alors Paul Lapéra a fait une super course, je dis pas le contraire, mais je pense que Benoît Cosnefroy était plutôt au marquage sur Mathieu Van Der Poel, et c'est pour ça qu'on l'a pas vu attaquer, alors qu'on aurait bien aimé le voir, parce qu'on a vu des Français à l'avant sur l'Amstel, mais ils étaient pas assez forts pour tenir les premiers. Je pense que Paul Lapéra avait les jambes, mais étant donné qu'il est sorti à 60 km de l'arrivée, c'était un peu compliqué pour lui de tenir les gars qui étaient sortis à seulement 20 km de l'arrivée. Donc c'est pour ça qu'il n'a pas réussi à accrocher les bons wagons. On sait aussi qu'il n'était pas très bien placé dans l'avant-dernière ascension où ça sort. Il a dit en interview qu'il s'était un peu fait avoir à un excès de jeunesse probablement. Il a dit qu'il pensait que les Groupama allaient réussir à rentrer, finalement ils l'ont pas fait. Mais donc Benoît Cosnefroy, donc pour en revenir à lui, qui sera le leader unique de la Décathlon. On lancera peut-être en avant Paul Lapéra, mais je pense qu'on a compris que c'était l'effort qui convenait le mieux à Benoît Cosnefroy. Ça devient un peu trop dur probablement pour Paul Lapéra. Donc on a une belle équipe de Français autour de lui, hein. Valentin Retailleau, Dorian Godon, Bruno Armirail, Nicolas Prodhomme. Donc il sera bien entouré, pardon, Benoît Cosnefroy. Puis il a déjà fait deuxième sur le mur de 8, c'était en 2020. Deuxième derrière Marc Hirschi. On en reparle de Marc Hirschi encore une fois. Il était malade l'an dernier, il me semble, il n'avait pas pu participer. Et ensuite 13e et 18e en 2021 et 2022. Un peu moins bien, mais là on sent que Benoît Cosnefroy est en bonne forme, donc je pense que c'est un favori. Et probablement un peu plus que Maxime Van Gils et Alexandre Vlasov. Moi, je le mettrais probablement au même rang que Mathias Kelmose, Dylan Tuns, Tom Pitcock et Mark Hirschi. Donc là, ça nous fait vraiment, je pense, 5 gros leaders qu'il faudra vraiment surveiller. Et belle équipe pour la LG2R, quoi. Peut-être qu'ils tenteront un truc à l'avant, mais il y aura une belle équipe pour entourer Benoît. Et on y croit. Peut-être un nouveau Français pour gagner sur la Flèche Wallonne. Et donc Benoît Cosnefroy sera probablement notre meilleure carte puisque Julien Alaphilippe n'est pas présent cette année. Côté à 20, on a Juan Ayuso dont on a déjà parlé. Je vous ai expliqué pourquoi j'y croyais pas trop. Ensuite, alors là, j'ai une différence entre les cotes Winamax et ce qu'on a dans la réalité sur la start list de Pro Cycling Stats. On nous met ici Daniel Felipe Martinez qui ne sera a priori pas présent, donc on va pas en parler. On nous met Lennart Van Etvelt qui est coté à 25.
C'est vrai que ça aurait pu être une belle carte pour lui, Lennart. Mais si on regarde la startlist de la Cofidis, il est pas là non plus. Donc dommage. Donc c'est pour ça qu'on va pas en parler. Et ensuite, c'est un peu surprenant, on a Romain Grégoire qui est coté à 25. Donc la start list de la Groupama a été confirmée. On a Romain Grégoire, David Gaudu et Valentin Madouas en leader. On sait que Valentin Madouas, c'est pas trop son effort préféré. Il y a Quentin Paché aussi. Peut-être qu'il faut parler de Quentin Paché plus que de Valentin Madouas. Je vais reprendre sur Valentin Madouas. Il est en fin de cycle. Lui, son objectif, c'était plutôt les Flandriennes. C'est pas le plus fort sur les courses de côte. C'est pas très bien se placer. C'est pas assez long pour lui. Ce sera clairement pas le leader de cette équipe-là. Il avait fait 11e en 2020, mais bon, je pense que ça serait de se tromper, pardon, pour la groupe AMFDJ que de miser sur lui. On va parler donc de Quentin Paché. Quentin Paché qui a fait 8e sur l'Amstel, qui était au moins aussi fort, je dirais, que Valentin Madouas, mais bon, pas assez fort pour suivre les Pidcock Co. Quentin Paché, jamais vraiment été leader. Il a fait 17e sur la flèche. Donc, ce sera un bon équipier. Et là, on va parler de leadership entre David Godu et Romain Grégoire. Donc là, les bookmakers privilégient plutôt la petite Romain Grégoire. Romain Grégoire qui a fait 12e de l'Amstel, qui s'est bien placé dans le sprint du peloton, hein, puisqu'il a fait tout simplement 3e du sprint du peloton derrière Marine Vandenberg et Michael Matthews. Romain Grégoire qui n'a jamais participé à la Flèche Wallonne. Moi, c'est quelque chose qui m'embête un peu quand même. On sait qu'il a du punch, mais Liège-Bastogne-Liège lui convient mieux sur le papier, je pense. Et surtout, si t'as jamais fait le mur de Huy en course, bon, il l'aura déjà monté 3 fois dans les 3 premiers tours de circuit. Je pense pas qu'il soit vraiment à la hauteur. Et je pense qu'on devrait plutôt miser sur David Godu. David Godu qui semble revenir à un bon niveau, qui a gagné le Tour du Jura cycliste, qui a fait 3e de la classique d'Oran-Besançon. David Godu qui a déjà fait des belles performances sur le mur de Huy, 9e en 2017. 2017 pour David Godu. C'est là qu'on se rend compte qu'on est vieux parce que c'était déjà il y a 7 ans. Il a 27 ans, David Godu, c'est fou. Et puis en 2021, il a fait 7e. Ensuite, on se souvient de ses histoires d'allergie en 2023, mais c'est un effort qu'il connaît, David Godu. Je pense que c'est sur lui qu'il faut miser. Alors, je dis pas que David Godu est en forme impériale. Il a gagné le Tour du Jura. Il a surtout montré un mental de fou. Mais bon, il gagne devant 4 secondes devant Jordan Jegat et Guillaume Martin. Avant nous que. Je veux pas être méchant, mais c'est pas non plus de la trempe des Mark Hirschi et Tom Pidcock, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, je pense que David Godu sera un ton en dessous des meilleurs, mais on peut viser un top 10. Et je vois pas qui pourrait vraiment jouer la gagne en fait dans cette équipe-là. Romain Grégoire, j'ai un peu du mal quand même, parce que pour les raisons évoquées précédemment, pour le fait qu'il n'ait jamais participé. Il faudra qu'on discute à la groupe AMDJ en interne, après les premiers tours, pour dire tu te sens comment. Et puis peut-être qu'on pourra jouer plutôt la carte Romain Grégoire, mais moi je pense qu'il faudrait plutôt jouer David Godu. Voilà, c'est que mon avis, mais. Donc en termes de bookmakers, Romain Grégoire il est coté à 25, tandis que David Godu il est coté à 40. Donc on voit plutôt David Godu être équipier ou électron libre et Romain Grégoire leader. On verra comment ça va se goupiller lors de la course. Donc c'était coté à 25 pour Romain Grégoire. Côté à 25, on a aussi Santiago Buitrago pour la Bahreïn, Victorious. Donc Buitrago, qui a fait un tour du Pays Basque, en passant à peu près à travers les chutes, si je dis pas de bêtises, après un beau Paris-Nice qu'il avait fait, mais qui avait totalement explosé sur la dernière étape. Je ne sais pas trop quel est le programme de course de Buitrago, on verra bien. Il a fait une seule fois la Flèche Wallonne, il a fini 43e. Donc moi j'aurais un peu de mal à me positionner sur Santi Buitrago. On a vu Peyo Bilbao pour la Bahreïn sur l'Amstel. Il était moins fort que les premiers, mais il était quand même dans le deuxième groupe. Il a jamais vraiment trop performé non plus sur la Flèche Wallonne. Donc on verra qui sera le leader pour la Bahreïn. Mais elle m'inspire pas grand-chose cette équipe. Buitrago côté à 25, Bilbao côté à 100. Ouais, moi je les vois pas trop performer, contrairement au bookmaker. Côté à 40, ensuite on a Benili. Benili qui sera la figure de proue probablement de la Easy EF Education Post. J'ai tout mélangé. EF Education Easy Post, pardon. Il y aura Richard Carapaz avec lui. Benili, qu'on a vu rouler pour Marine Vandenberg, la IF qui s'est un peu loupée sur l'Amstel, qui a finalement roulé pour Marine Vandenberg,
Vandenberg qui a chuté dans des barrières là, dans un virage pris trop serré, qui a retardé la poursuite du peloton. Finalement, il fait huitième au sprint, mais c'est un peu dommage pour l'AIF quand même. Alors Ben Illy, on sait pas trop dans quel état de forme il est. Il semblait quand même un peu court sur l'Amstel, il a pas réussi à suivre les meilleurs. Et surtout, c'est pas vraiment un effort qui lui convient, je pense, la Flèche Wallonne. Donc, Ben Illy, on en reparlera plutôt pour Liège-Bastogne-Liège, c'est mon avis. Puis après, on a Richard Carapace dans l'équipe. Richard Carapace, 51e de l'Amstel, on l'a jamais vraiment vu, mais il fait 9e en 2021. Donc, quelle carte on va choisir? Après, dans l'équipe, il y a aussi d'autres gars, hein. Il y a des Michael Honoré, des Harry Sweeney. J'ai un peu du mal à voir quand même la IF performer sur cette course-là. On voit Carapace côté à 50 contre 25 pour Benili. Pour 40, pardon, pour Benili, pardon. Ouais, donc en fait, on voit les deux à peu près au même rang. Et je pense que les deux ne vont pas réellement performer. On nous annonce Michael Woods côté à 40, mais Woods ne sera a priori pas au départ de cette course-ci. Michael Woods. En tout cas, sur la start list provisoire qu'on a sur Pro Cycling Stats, il n'est pas annoncé, donc on va pas en parler. Ensuite, on nous annonce Oscar Only, mais je suis pas sûr qu'il y participe non plus. On reparlera un peu de la DSM tout à l'heure, parce que j'ai envie d'en parler. Stephen Williams, côté à 40. On en a déjà parlé de la Trail, pardon. Je pense qu'on a tout intérêt à mettre toutes ses œufs dans le même panier et à faire un focus sur Dylan Teuns quand même pour la Israël, parce que c'est vraiment une très belle carte. Et là, on arrive au dernier coureur côté à 40, et je trouve que c'est une aberration. Qu'il soit côté si haut, c'est Tige Benoît. Donc si j'ai une chose à vous dire, c'est peut-être miser sur Tige Benoît. Il a semblé si fort, Tige Benoît dans l'Amstel, que ça me semble bizarre qu'on le cote pas très bien sur Winamax. Il y a aussi Jorgensen qui est coté à 50, mais je crois qu'il ne participera pas à la flèche. Enfin, à moins que la start list évolue d'ici là. Jorgensen qui a semblé fort sur l'Amstel, mais qui n'était pas dans le bon groupe, parce qu'il y avait Tige Benoît à l'avant. Et Tige Benoît était très fort. Bon, Tige Benoît se fait battre au sprint. Ça, c'est pas quelque chose de nouveau. Il est toujours dernier du groupe dans lequel il est. Enfin, non, là, il y a juste Maurice Van Sevenant qui était pas assez fort pour suivre, mais Tige Benoît qui a montré vraiment de la bracasse dans toutes les montées, qui a semblé très fort. Et moi, en fait, je le mets au même rang que les premiers, tout simplement. Je le mets aussi favori que Dylan Teuns, que Tom Pidcock, que Mark Hirschi, que Benoît Cosnefroy. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais je pense que Tige Benoît devrait être mieux coté, tout simplement. Troisième de l'Amstel en étant très fort, en se faisant battre au sprint. Sur la flèche, bah, 11e en 2022, 7e en 2023. Septième, c'est pas négligeable. Et quand on voit la forme qu'il tient, on sait que ça sera probablement le leader unique de la Visma. Il aura des bons équipiers. Ben Telet, qu'on a déjà vu performer sur cette course-là. Et après des gars un peu plus de l'ombre. Pour moi, clairement, c'est un scandale. Tige Benoît doit être coté à 12 ou 15 max, quoi, mais pas à 40. Donc je vous incite pas à parier, mais je trouve que Tige Benoît est clairement sous-coté. Et moi, je le vois bien faire un top 5 sur cette course-là, à minima. Voilà. Et puis après, si on regarde dans le reste de la start list, on nous annonce ici Ilan Van Wilder côté à 75, tout comme Maury Van Sevenant. Van Wilder qui n'était pas présent sur l'Amstel, donc difficile de connaître son état de forme. Sur la Catalogne, il n'a pas particulièrement brillé. Sur Paris-Nice non plus. Je sais pas trop quoi en penser, Dylan Van Wilder, pardon. Il a fait 14e l'an dernier sur la Flèche. Et puis on a Maury Van Sevenant qui était dans le bon groupe pour l'Amstel, qui était le plus faible des quatre premiers, mais qui était quand même bien placé, donc qui sera le leader. Les deux n'ont jamais eu de top résultat sur la Flèche. Van Sevenant, on se souvient qu'il s'était révélé sur la Flèche en 2020, je crois, en étant sorti devant, en ayant résisté à en échapper pendant très longtemps, et puis en ayant chuté, je crois que c'était dans la descente du col des Refs. Donc, ouais, ça sera difficile de déterminer un leader pour la Soudal. Déjà, je tiens à féliciter Maury Van Sevenant qui a un peu sauvé leur saison des classiques sur la Flèche, mais là, sur la Flèche, pardon, sur l'Amstel, mais là, ça sera un peu plus compliqué. Si on poursuit, côté à 75, on a aussi Kevin Vauquelin, qui sera le leader de la Arkea.
Il y aura aussi Ewan Kostiou qui sera là. Ewan Kostiou qui marche pas trop mal en ce moment. Kostiou, 21 ans, qui a jamais fait la flèche, il sera là pour découvrir. Vauquelin, qui était dans le groupe des battus à un moment sur l'Amstel, mais qui a craqué quand même. Peut-être qu'il peut être plus fort sur la flèche que sur l'Amstel. Peut-être que c'était trop dur pour lui l'Amstel en termes de distance. Mais le problème, c'est qu'il a jamais participé à la flèche. Donc, en fait, le problème de la Arkea, c'est qu'ils n'ont pas vraiment de coureurs expérimentés sur la flèche, capables de bien performer. À la limite, peut-être qu'un Champoussin qui l'a déjà fait plusieurs fois serait plus à même de bien se placer. Beaucoup de jeunes sur la Arkea, on sera là pour découvrir, je pense. C'est pour ça que Vauquelin est coté seulement à 75 en même temps. Je regarde s'il y a d'autres coureurs dont j'aimerais bien parler dans les favoris sur Winamax, c'est pas vraiment. On va passer un dernier tour sur les autres équipes. La Alpecin de Koenig, ça sera difficile d'exister cette fois-ci. Quinton Hermans, qui sera probablement le leader. Xandro Meurice, qui serait pas mal aussi, mais Quinton Hermans, son meilleur résultat, c'est 14e sur la flèche. J'ai un peu du mal à les voir faire quelque chose. Les Alpecin de Koenig, qui n'ont pas réussi à peser cette fois-ci sur l'Amstel. En même temps, leur leader, c'était Van Der Poel, et Van Der Poel n'était pas bon, ou n'a pas décidé de jouer, a décidé pardon, de ne pas jouer. On pourra en reparler, mais donc là, l'Alpecin, ils vont pas performer, je pense, sur cette course-là. Ensuite, on a la Cofidis, qui sera le leader. A priori, on nous annonce pour l'instant Yonisa Guiré, Guillaume Martin, Anthony Pérez. Guillaume Martin, qui commence à monter en puissance, il a eu pas mal de galères en début de saison. Après, c'est pas vraiment un effort qui lui convient non plus à Guillaume. Et puis pour Yonisa Guiré, on a un abandon sur l'Amstel. D'ailleurs, je crois que toute l'équipe Cofidis a abandonné sur l'Amstel. Ils font un début de saison très compliqué, les Cofidis. Isaac Guiri qui a fait 17, 12e pardon, en 2017, mais ça remonte à très longtemps, donc malheureusement pour l'équipe Cofidis, on ne pense pas qu'on va vraiment les voir sur cette course-là. Intermarché, c'est un peu du même ressort. Le leader, ce sera probablement Lorenzo Rota. Il n'a jamais fait mieux qu'un top 30. 19e, il était bien placé sur l'Amstel, mais ce sera trop dur pour eux. Pour la Movistar, là, ça va être assez intéressant. Si pour l'instant, on nous annonce Aramburu et Formolo, par exemple, Aramburu, c'est trop dur pour lui. En fait, ils ont plutôt des profils à anticiper sur la Movistar. Si on voit des mecs comme Lascano, j'en sais rien, Garcia Cortina, pardon, c'est plutôt des mecs qui doivent anticiper, hein. Il a déjà fait deux fois 13e. Et d'ailleurs, c'est ses deux seules participations à Aramburu, il a fait deux fois 13e. Donc ça sera probablement leader. Et il va probablement finir 13e aussi. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Et puis Formolo, qu'on n'a pas vu sur l'Amstel. Et je pense que c'est aussi trop court, trop pentu pour lui, le mur de 8. En revanche, là, on arrive à la DSM. A priori, Warren Barguil sera là. Je sais pas ce qui s'est passé sur l'Amstel, il a abandonné. Et la flèche, c'est une course qui lui convient bien. Alors là, je vais vous sortir la stat. Il a fait 6 top 10 sur la flèche, Warren Barguil. Son meilleur résultat, c'était 4e en 2020, 10e l'an dernier, 9e en 2022. Moi, je dis 10e encore cette année. Ce sera probablement un bon top 10 pour Warren. Je sais pas ce qui s'est passé sur l'Amstel, j'espère qu'il s'est pas trop fait mal, etc. Mais c'est les courses qu'il adore, les Ardennaises, et puis le mur de 8, il connaît très bien désormais Warren. Et je pense il peut faire un top 10 très clairement, Warren Barguil. Pour la Jayco, ça sera compliqué d'avoir un leader. Matthews, c'est pas vraiment son type d'effort. Puis ensuite, on a les équipes invitées, Bingo. Scatel Euskadi, il faudra attaquer de loin pour se faire voir dans l'échappée, je pense. Un Loïc Vliegen, c'est trop dur pour lui, par exemple. Et puis Total Energy, le leader, ça sera probablement Alexis Guillermo, parce qu'il connaît très bien cet effort-là. Alexis Guillermo qui va prendre sa retraite à la fin de l'année d'ailleurs. Guillermo, 35 ans. Sur la Flèche Wallonne, il a déjà fait 6e. Il a fait 10e en 2022 alors qu'on l'attendait plus trop, donc pourquoi pas un top 15 sorti du Diable Vauvert. En ce moment, chez Total Energy, on a Jordan Jegat qui marche fort. Deuxième du Tour du Jura cycliste quand même, c'est pas rien. Mais il a jamais fait la flèche, pardon, donc ça sera une belle découverte pour lui. Et puis on a Mathieu Burgodeau. À une époque, on aurait pu dire que ça lui convient, à la Philippe Ecoplus, parce qu'il a un peu la même tête. Mais il est pas en forme en ce début de saison, donc je pense qu'on ne le verra pas. Et pour la Uno X,
Tobias Haaland, Johansson n'est pas encore remis, donc on va pas vraiment les voir peser. J'ai beaucoup trop parlé, mais on va faire un rapide bilan. Donc pour moi, il y a vraiment 6 coureurs qui se détachent en tant que favoris pour cette course-là. À peu près tous au même stade, vous pouvez les classer dans un ordre si vous voulez. Donc c'est Tom Pidcock, Benoît Cosnefroy pour la France, donc ça c'est cool. Ensuite, on aura en termes de leader Tige Benoît, très important Tige Benoît, Mathias Kelmose, qui sera fort aussi, Marc Hirschi pour la UAE, et puis Dean Antons pour la Israël. Scénario de course à attendre, scénario très classique, voilà. On espère que la pluie, et le vent, le froid, etc. vont pas trop mettre à mal certains coureurs. Et donc on aura une bataille très serrée sur cette course-là. Donc pas de mutants pour celle-ci, et ça sera probablement très plaisant à voir. Après, est-ce qu'il se passera des choses en anticipation? Je vous l'ai dit, je pense qu'il y a des équipes qui doivent anticiper, notamment la UAE. Peut-être que la Groupama a un truc à jouer en envoyant un mec comme Paché ou Madouas à l'avant avant. Voilà. Et puis côté français, pour finir, moi j'attends évidemment Bebe, je vous en ai parlé. Bebe qui sera un des prétendants à la victoire, et qui aura une belle équipe française de la G2R avec que des Français qui seront là, qui vont faire plaisir. Vauclin, ça sera trop dur, je pense. Guillaume Martin aussi, mais on espère les voir performer. La Groupama qui aura ses belles cartes françaises, notamment Romain Grégoire et David Codu, si ça se joue dans le dernier mont, et ça devrait être le cas. Et puis Warren Barguil aussi, qui sera intéressant à suivre pour un top 10, donc je vous le disais, sur la team DSM. Et pour finir, la Total Energy avec peut-être une belle découverte pour Jordan Vegat. Moi, je vais surveiller son résultat à l'arrivée. C'était tout pour moi, j'ai parlé assez longtemps finalement quand même. J'espère que cet épisode vous aura plu, pardon. Je vous dis profitez bien de votre course. J'espère que vous allez pouvoir poser un RTT, un télétravail, je ne sais pas, pour regarder cette course un mercredi ou alors regarder en replay sans vous faire spoiler. Et puis je vous dis à la prochaine, pardon, probablement pour Liège-Bastogne-Liège. Salut!